Bonjour. Bonjour, je m'appelle Maxime. Comment vous choisissez les prénoms dans vos livres? Est-ce que vous vous inspirez de personnages, enfin de personnes que vous connaissez, ou bien la signification du prénom en lui-même? Je sais pas. Qui veut répondre? Du prénom ou et du nom aussi Ouais, parce que Chosen. Oui. Moi, je peux répondre, oui. Vas-y, commence-toi. Moi, je te gueule pour toi. Chosen, c'est l'anagramme d'un écrivain que j'adore qui s'appelle Echnoz. Donc j'ai mis les lettres dans l'autre sens. Et puis aussi parce que ça fait chose dans Chosen. Et quelqu'un m'a dit hier que ça faisait aussi chosen, choisir. Oui. Ça, j'y avais pas pensé, mais c'est très bien. Et c'est Les Choses, c'est le titre d'un roman d'un autre romancier que j'adore qui s'appelle Georges Perec. Donc à partir du moment où j'avais ce nom-là, ça donne des idées. En fait, le nom donne des idées. Et puis pour moi, pour le prénom de Baptiste, c'est un prénom biblique, qui me plaisait bien. Et puis, il est un peu... je savais pas, mais un jour je te rencontrerai. Donc voilà, c'est un hasard objectif. Il a un côté un peu innocent, un petit peu. Oui, voilà. Enfin, c'est la voix qui parle dans le désert aussi. Donc, innocent entre guillemets, puisque. Et Fanny? Alors Fanny, ça c'est plus des souvenirs de Pagnol, des choses comme ça. Oui. Non, c'est vrai qu'il y a des... Enfin pour moi, alors je parle pour moi, mais il y a des noms ou des prénoms qui sont vraiment très très chargés symboliquement, mais c'est comme quand vous donnerez des prénoms à vos enfants, vous verrez, c'est pas facile. Et puis d'autres qui viennent comme ça, effectivement, Fanny, parce que ça me semblait bien un peu un personnage de Pagnol, mais bon. Laurent, moi en fait pour Fous, bon, il est venu vraiment comme ça. C'est-à-dire, j'ai même pas eu à y réfléchir. Je me suis mis un jour, j'avais cette scène là, la première scène du bouquin en tête depuis très très longtemps. Et le jour où je me suis décidé à l'écrire, Fous est venu. Ça peut paraître un petit peu débile comme prénom, j'en suis conscient, mais je veux dire, je me suis dit, c'est une bénédiction, quoi. Il vient, il arrive, il ne faut surtout pas le changer, quoi. Quand vous avez un prénom comme ça qui s'impose, il faut le prendre. Et sinon, ma femme, en fait, me fait un crible des prénoms, c'est-à-dire qu'il faut que le prénom que je donne à mes héros corresponde à l'image qu'elle en a. Et si ça ne marche pas tout à fait, il faut que je recommence. Voilà. Julia, Liv Maria, c'est le nom du personnage, c'est le titre du livre, et le prénom, tu l'expliques d'ailleurs dans le roman, puisque tu expliques comment ses parents... Oui, pour Liv Maria, il y a le côté symbolique de, comme son père est norvégien et sa mère est bretonne, il lui donne un double prénom qui correspond à leurs origines respectives. Moi, je suis toujours très fascinée par les doubles prénoms. Pas un truc comme Anne-Sophie qui existe, je veux dire, ça finit par être un ensemble. Mais moi, j'ai une copine qui s'appelle Bénédicte Fleur, et chaque parent a choisi un prénom. Je trouve ça toujours intéressant quand deux personnes ont envie de faire un enfant ensemble, mais se sont pas mis d'accord sur le prénom. Ça veut pas dire que ça commence mal, mais ça dit quelque chose d'assez passionnant, je trouve, quand même. C'est vrai, passionné. Donc avec Liv Maria, il y avait ce truc-là. Après, tu parlais des noms des enfants. Moi, j'ai eu que des garçons, donc autant vous dire que j'ai des listes et des listes de prénoms de filles qui vont jamais être utilisés. Très pratique pour faire de la fiction. Et toujours des prénoms un peu comme ça. Fergus, je crois que c'est un nom irlandais, et puis je trouvais ça un peu sexy, donc j'aimais bien. Et Flynn, c'est le fils que... je vais me trahir. C'est le fils que Orlando Bloom a eu avec Miranda Kerr. Un bébé ravissant dans les années 2000. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et ça m'a donné l'impression d'être avec Orlando Bloom pendant que je faisais ce bouquin. Mais par exemple, sur un roman que j'ai fait en 2018, qui s'appelle Ma dévotion, il y a deux personnages principaux, Franck et Hélène. Hélène écrit à l'anglaise, H-E-L-E-N. Et en fait, pendant... au moins 1 an et demi que j'écrivais ce livre, elle s'appelait pas Hélène, elle s'appelait Marianne, qui est un prénom que j'aime beaucoup. Je pensais à la chanson de Leonard Cohen, tout ça. Et en fait, le livre a pris forme quand j'ai décidé qu'elle s'appelait pas Marianne, mais qu'elle s'appelait Hélène. Parce qu'en fait, il y avait un truc... c'est quoi, je confonds un peu Marianne et Suzanne et les vieillards dans la Bible, mais pour moi, Marianne, il y avait quelque chose de très doux, de très... un peu sacrificiel, c'était comme ça que je voyais ce personnage, et c'est un livre qui s'appelle Ma dévotion, donc du coup mon personnage qui est au service de son meilleur ami en gros, elle était vraiment que ça, il n'y avait aucune ambiguïté, elle avait pas d'autre... Et en fait en l'appelant Hélène, qui m'avait l'air un truc plus... ça avait l'air un peu plus cruel, en tout cas pour moi, ça faisait ça. C'est la guerre de Troie aussi. Et c'est ça. Et c'était cette idée-là, évidemment, d'une femme qui a déclenché la plus grande guerre de l'Occident, enfin la première en tout cas. Quand j'ai changé le nom, donc ça va voulu dire faire rechercher, remplacer, en 5 minutes, c'est plus du tout le même texte. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à la voir et je l'ai rendue plus profonde. Donc c'est vachement important, les noms, indiscutablement.
Ouais, je trouve que toutes les questions sont bonnes, mais c'est une bonne question, c'est une bonne façon, je trouve, d'entrer dans les livres, s'interroger sur les noms des personnages. Ouais. Pardon. De manière générale, en fait, je trouve que toutes les questions techniques, toutes les questions qui portent sur les choix techniques qu'on fait, parce que quand on a le bouquin il est fini, donc on se dit j'aime pas, c'est un style. Mais en fait, nous, de l'autre côté, en coulisses, on passe notre temps à prendre des décisions. On décide la taille des chapitres, on décide dialogue, pas dialogue, on décide le temps d'énonciation. C'est pas évident tout ça. On décide la personne d'énonciation. On décide, des fois, on écrit un personnage pendant des mois, puis finalement on le balance parce que il est pas si intéressant que ça, celui-là. Ou alors on le fond avec un autre. On décide la taille du livre aussi. C'est pas qu'on écrit, puis à un moment on se dit tiens 123. Non, c'est pas ça. Moi je me demande toujours si je suis en train de faire un gros livre ou un petit livre, parce que selon la taille du livre que je suis en train de viser, j'écris pas du tout la même nature de texte. Sur un tout petit livre, on peut écrire quelque chose de très poisseux, de très dense. Si on fait un bouquin de 300 pages, il faut mettre beaucoup plus d'aération dans le texte, sinon c'est illisible. Donc, toutes les questions qui portent sur comment ça a été fabriqué, moi, souvent, je trouve ça très pertinent, quoi. Baptiste En plus, ça influence vachement la lecture. Je me souviens que je ne m'étais jamais vraiment posé la question des noms. Et c'est quand j'ai lu, je ne sais pas si vous avez lu 100 ans de solitude. Et en fait, il y a un truc avec les noms qui est très étrange, où au bout d'un moment, ils se donnent le nom du grand-père, du grand-mère, mais comme ça dure 100 ans, à la fin, ils ont tous le même nom. Et il y a une temporalité très, très chelou, et tu sais plus qui parle. Mais tu l'acceptes. Tu vois, ils s'appellent tous, je sais même plus comment. Et c'est un très beau livre qui m'a bien plu. Comment tu as choisi, toi, moi, j'ai vraiment beauté en touche. De toute façon, ils s'appelaient tous soit Jean, soit Robert, soit Roger. Non, Jean, c'est le nom de mon grand-père. Du coup, j'ai dit, au moins, c'est très... Et puis, on m'appelle toujours Jean-Baptiste. Donc, je me suis dit, au moins, j'en mets un là, et puis comme ça. Et sinon, c'était... je ne me suis pas vraiment posé la question. Il en fallait. Et puis, il y a beaucoup de témoignages qu'on m'avait dit. Genre, les 3 Rogers. C'est vraiment un atelier où il y avait les 3 Rogers. Voilà, donc j'ai gardé les noms. Il y a des noms qu'on m'avait dit, que j'ai changés pour pas qu'ils se reconnaissent. Et le seul truc que mon éditeur m'a dit, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Goyet, qui s'appelle le Goy dans le feu. Et en fait, il m'a fait très justement remarquer que le Goy, c'est une insulte aussi. Je crois que c'est comme ça que les Juifs désignent les non-Juifs. Donc j'ai dû spécifier. Mais au début, je voulais vraiment presque, tu vois, c'est dans la bande dessinée, on n'est pas vraiment obligé de dire les noms. Alors, puisque c'est quand on est direct dans du dialogue, si on veut éviter d'avoir des sortes d'encarts qui racontent ce qui se passe, on peut aussi, juste des gens qui se parlent, ils commencent pas par dire le nom. C'est bien de le figurer, comme ça on sait de qui on parle, et surtout ça permet quand un personnage dit ah bah ouais, machin il a fait ça, on sait de qui on parle. Donc il faut obliger, donc ça déjà, et moi mon problème c'était je voulais pas faire parce que des fois je le vois dans les BD que je lis, sorte de scène d'exposition, où par exemple tu as 2 personnages qui sont sur une rue, et entre eux, ils vont au même endroit, mais ils se racontent où ils vont. Pour qu'en fait, le lecteur comprenne que... Et ça, en bande dessinée, je le vois tout le temps, où normalement, tu sais où tu vas, tu dis pas, alors, allons-y. Oui. Et du coup, ça, je voulais éviter ça au maximum, mais au bout d'un moment, tu es obligé de trouver des sortes de subterfuges pour... Et du coup, on crée des sortes de petites scènes d'exposition pour préparer les personnages. Voilà, comme ça. Ouais, ça, c'est vraiment la cuisine du roman. Enfin, Vous voyez comme on souffre quand même. Oui, parce que... Non, mais je veux dire... Oui, mais tu as complètement raison, c'est vrai. Et ça pose la question du dialogue. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui me passionne, le dialogue. Et c'est vrai qu'on ne dit pas, tiens, bonjour, tu t'appelles Jean-Paul et tu vas au cinéma? Oui. Et toi? Moi, je m'appelle Jean-Jacques. Et bon. Donc, il faut trouver tout le temps comment raconter à travers des paroles aussi. Et ça peut pas être... on ne peut pas transcrire telles quelles des paroles qui s'échangent dans la réalité. Si vous transcrivez les discussions d'un repas de famille, par exemple, vous mettez un magnéto, et c'est complètement incompréhensible. On pense que c'est des fous parce qu'on ne sait pas de qui parle de qui, on s'interrompt. Nous, là, on ne s'interrompt pas trop, ça reste... Mais dans un roman ou dans une BD, il va falloir travailler ça de façon très, très précise, justement, pour que ça fasse avancer l'action, que ça reste réaliste, et puis que ça ne soit pas des longues scènes d'exposition invraisemblables. C'est Curtis, même, le nom précisément de le droit Massina à Nice, qui demande comment fait-on évoluer un personnage. Je trouve que c'est une question assez intéressante. Est-ce que les personnages, ils ont leur vie propre à partir d'un moment donné? Est-ce que l'écrivain a encore le choix, finalement, de la manière dont un personnage va se comporter, évoluer? Est-ce qu'il y a des recettes? Peut-être que certains d'entre vous ont des recettes, des manières. Qu'est-ce que ça vous inspire dans cette question, Julia? Moi, je dirais que quand j'écris le bouquin, j'ai une idée précise de certaines scènes, de choses dont je veux qu'elles se produisent.
Donc au début, mon personnage, c'est juste un moyen de réunir ces scènes-là, de faire en sorte qu'elles adviennent. Donc je bricole mon personnage de façon à ce qu'il puisse être la personne qui fait ça, ça, ça et ça. Ensuite, il faut que je trouve dans quel ordre. Évidemment qu'il y a des fois aussi, je me dis, bon, t'as envie qu'il fasse ça, mais c'est complètement con, il faut le mettre ailleurs. Enfin, il y a aussi des trucs que j'exclus parce que garder une cohérence psychologique, c'est pas toujours si facile que ça. Et puis si on la rate, alors tout est raté. Mais moi, je pense hyper souvent à une pub qu'il y avait quand j'étais petite à la télé pour genre les cahiers Clairefontaine, où c'est un peu ce fantasme, quoi. C'est on ouvre le cahier, on dessine un truc dedans et hop, ça apparaît, c'est trop génial. Et les gens, quand ils pensent à l'écriture, ils pensent vachement à ça. Ils pensent, bon, on a peur du syndrome de la page blanche, de pas réussir à écrire. Mais aussi, quand on pense à quelqu'un qui se met à écrire un livre, on le voit se mettre devant une page blanche et commencer. Et dérouler comme ça toute l'histoire. Bon, dans mon expérience, ça se passe vraiment pas comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment un moment où je commence. Il y a tout un... Je pourrais pas dire quand est-ce que j'ai commencé, j'accumule des trucs. Mais n'empêche que, ce qui se passe, c'est quand même, pour moi en tout cas, qu'à un moment, mon roman, d'une manière ou d'une autre, c'est une page blanche. C'est-à-dire, c'est un endroit où tout est possible. Mais chaque mot et chaque phrase que je vais poser ferme une issue. Comme si j'étais au centre d'une arène et que petit à petit, toutes les issues se fermaient. Une fois que j'ai décidé que ça se passait dans telle ville, bah, par définition, ça se passe pas dans une autre ville. Si je décide que ça se passait à tel moment, par définition, ça se passe pas dans... Donc, il y a vraiment une seconde où on peut faire tout ce qu'on veut. Et au bout de 10 lignes de texte, on a déjà complètement circonscrit un périmètre. Et donc, bah, c'est un peu pareil avec la personnalité des personnages. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait agir un personnage d'une certaine façon, ça nous empêche, si on est cohérent, de le faire agir de façon qui n'a rien à voir avec tout ça. Voilà. Mais tu disais, finalement, tu pars peut-être... enfin, si, j'imagine le personnage est là, mais tu pars peut-être plus, pour le définir, finalement, de situations ou d'actions qui vont, au fur et à mesure, préciser sa personnalité. Et... D'accord. Okay. Laurent, Luc, je ne sais pas. Si... Non, parfois, je suis tout à fait d'accord avec Julia. C'est-à-dire que parfois, en écrivant, on va se dire, tiens, je vais vous donner un exemple. Le décès de la mère dans le bouquin n'est pas prémédité. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément envie que cette mère décède, mais je me dis, tiens, j'ai envie de faire un paragraphe pour expliquer, entre guillemets, la longue décadence de ce gamin. Et vous commencez à écrire. Et vous laissez emporter par votre écriture, c'est-à-dire vous allez écrire un peu les différentes étapes qui ont pu conduire Fuss à travailler moins bien à l'école. Et puis à un moment, vous êtes amené finalement à écrire, il y a eu le décès de sa mère aussi. Et ça, vous ne l'avez pas, je vous promets, quelques minutes avant, au moment où vous êtes attaqué à ce paragraphe, vous n'aviez pas forcément envie d'écrire ça. Mais ça s'est passé. Et c'est comme tu dis, du coup, il y a un certain nombre de portes qui se ferment et des portes qui s'ouvrent d'ailleurs. Parce que finalement, le décès de la mère va permettre peut-être d'autres choses, va permettre une action autre qui va se dérouler. Donc parfois il faut aussi, je dirais, laisser un petit peu la magie un peu des mots qu'on va utiliser, des phrases des espèces d'accidents de la phrase qui vont faire que à un moment ça va témoigner d'accidents de la vie comme c'est dans le réel, c'est-à-dire que il peut y avoir des accidents de la vie et la vie derrière change radicalement. Eh bien ça peut être ça aussi dans un roman finalement. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que j'ai fait des études de lettres. Donc, quand on fait des études de lettres, on décortique des textes, les textes classiques, etc. Et j'avais plein d'idées sur le personnage avant d'écrire. Enfin, il y a des tas de théories. C'est vraiment un des sujets les plus mystérieux, finalement. Et puis, quand je me suis mis à écrire, tout ça s'est vraiment... c'est pas que ça a volé en éclats, mais je me suis rendu compte que c'était autre chose. Et plus j'y réfléchis, moins j'y comprends. Donc là, la réponse va être... Mais c'est vrai que ça me faisait un peu rire quand j'étais étudiant, quand on posait la question aux écrivains, oui, alors à quel moment votre personnage vous échappe ? Il y avait la réponse de Faulkner là, qui dit à la page 23, toujours, le personnage m'échappe, etc. Je me disais, mais non, en fait, l'écrivain, c'est une espèce de... C'est un maître du jeu. Il construit la partie et puis il prévoit tout ce qui va se passer avec le lecteur et il faut
faut qu'il y ait des pièges, et puis en fait le personnage, c'est un système de signes, et puis oh là là, tous ces gens un peu naïfs qui qui pensent que les personnages c'est des vraies personnes, mais pas du tout, c'est des mots. Alors bon, on en parlait hier, c'est vrai aussi, mais finalement je sais pas ce que c'est qu'un personnage. Moi, ce que je peux dire, c'est que les personnages m'accompagnent au moment où j'écris pas, c'est-à-dire quand je réfléchis à mon livre, quand je suis en train de faire autre chose, souvent des tâches complètement qui sollicitent pas du tout l'intelligence. Là, les personnages, tout d'un coup, ils arrivent et ils se mettent, pour moi en tout cas, à évoluer, à parler. Et effectivement, il y a un truc un peu magique, même si ce mot, il me paraît peut-être pas le bon, mais il y a une existence des personnages qui fait que la fois suivante, quand on va se remettre à écrire, ils exigent quelque chose. Moi, j'ai des exemples en littérature jeunesse de personnages qui, au début, étaient des marionnettes, qui étaient là vraiment pour faire avancer l'action, ou comme tu disais, pour qu'on arrive à telle situation. Et tout d'un coup, c'est comme si le personnage protestait en disant « Non, mais moi, je veux exister ». Et j'ai des cas de livres où des personnages secondaires sont devenus les personnages principaux. Et après, quand je rencontrais des lecteurs, ils me disaient que c'était ce personnage-là qu'ils avaient préféré. Donc, la réponse peut-être la plus... la moins satisfaisante, mais la plus vraie, c'est l'idée d'inconscient, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe des tas de choses en nous, tout le temps, qui sont en interaction avec notre passé, avec notre présent, avec nos angoisses, avec nos fantasmes. Et tout ça, ça prend la forme de personnages. Je pense que chez d'autres gens, des gens qui sont bricoleurs, par exemple, ça va prendre la forme d'une pièce supplémentaire, ils vont agir comme ça sur le réel, mais j'ai l'impression que ça vient de la même chose, c'est-à-dire d'un bouillonnement intérieur. Mais du coup, on m'avait prévenu que ça allait m'échapper et que j'allais découvrir. Tu vois, mais tu verras quand tu auras ton personnage après, il va faire ses trucs et tout. Ouais. Et ça m'a vraiment surpris. Après, en BD, il faut le dessiner. Et donc, il y a certains auteurs de BD qui font plein de recherches, qui aiment avoir le personnage bien en main, qui est sous tous ses dents. Moi, non. Et du coup, je préférais le découvrir. Et c'est pour ça que tout au début, il y a un prologue à la BD, et en fait ce prologue c'était pour reprendre un peu le dessin et tout. Je me suis dit je vais faire c'est super dur de commencer parce que quand tu fais le premier dessin et après bon, quand tu as fait 5-6 pages après ça va tout seul, tu vois, plus ou moins, mais ça va un peu. Et le problème c'est de commencer tout de suite avec son personnage principal. Je trouvais ça trop dur, donc c'est pour ça que j'ai fait un prologue avec des personnages qui n'ont rien à voir. Même le premier personnage qu'on voit, il a une sorte de masque à gaz, donc très bien, on voit pas qui c'est. Ça pourrait être n'importe lequel des personnages suivants. Et c'est un prologue où, en gros, une scène d'exposition qui raconte un peu tout le livre et que je pourrais enlever à la fin. Et du coup, ça m'a beaucoup servi. Et au final, je l'ai gardé parce que ça marchait plus. J'ai refait quelques dessins, parce qu'ils étaient quand même moins bien. Après 6 ans, le dessin, il change quand même. Et voilà. Et du coup, après, il y a le personnage qui est arrivé. Au début, il est dans l'ombre, on le voit pas, il est qu'en silhouette. Et progressivement, à un moment, il a fallu le dessiner un visage. Donc j'ai dessiné un visage, voilà. Et après, il fallait dessiner ses potes. Bon, bah, en général, je fais des captures d'écran de films que j'aime bien. J'avais beaucoup regardé de documentation de films, et quand j'aimais bien la tête d'un gars, je faisais un screenshot, et après j'avais un dossier sur mon ordi avec tête à dessiner, et je scrolle et je trouve un qui me dit ah bah tiens, celui pourrait être lui, et du coup je le fais. Et après, je savais même pas s'il allait prendre beaucoup d'importance puisque j'invente au fur et à mesure. Et au final, bon bah voilà, bah c'est lui. Bah voilà, lui ça pourrait être Goy. Bah voilà, il est marrant. Je vais lui faire des yeux trous hyper étranges, comme ça on le reconnaîtra bien. Et en BD, il faut qu'on reconnaisse le personnage. C'est pour ça que je lui ai mis une casquette. Au moins, on le reconnaîtra. C'est le seul qui a une casquette. C'est le seul qui a les yeux chelous. Mais au final, à la fin, quand même, j'ai refait des premières pages parce qu'on le reconnaissait plus. Ça, c'est important. Si on reconnaît pas le personnage, c'est... Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que y a aussi toute la question de savoir si on se représente. Je sais pas, est-ce que vous avez une image de vos personnages? Parce que nous aussi, il faut qu'on les dessine aussi d'une certaine façon, et il faut aussi qu'ils soient reconnaissables assez vite, surtout quand il y a un système de personnages. Voilà, dans celui-là, il n'y a pas beaucoup de personnages, mais quand il y en a beaucoup, il faut aussi qu'ils aient quelque chose, une caractéristique. Et oui, il y a tout l'aspect visuel. Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les voit? Bon, c'est des tas de questions qui sont passionnantes. En tout cas, ce qui en ressort, c'est qu'on découvre des choses à mesure qu'on écrit ou qu'on dessine sur nos propres personnages. Moi, je décris jamais les personnages. Je décris jamais visuellement les personnages, à cause d'un truc que ma mère, elle m'a dit quand j'étais petite sur les bouquins de Lovecraft, qui est un auteur de science-fiction d'horreur ou un truc comme ça. En fait, je les ai jamais lus. Et ma mère, elle disait que Lovecraft, il avait compris que s'il décrivait un monstre en lui donnant des caractéristiques, par exemple, c'est un serpent, bah, ça allait pas faire peur du tout à quelqu'un qui avait pas peur des serpents. Genre, mon meilleur copain, il est vétérinaire, il a des
cloportes et des serpents dans sa chambre. Donc clairement, ça marcherait pas. Donc en fait, Lovecraft, pour que ces trucs d'horreur ils fonctionnent sur tout le monde, il décrivait l'odeur des monstres ou le bruit mouillé qu'ils font quand ils se déplacent, des grincements, enfin des trucs comme ça plus flous pour que chacun, au milieu de tout ça, puisse se fabriquer sa propre terreur. Oui, tout à fait. Et moi, quand j'étais ado et que je commençais à écrire, vraiment, je faisais des portraits de mes personnages qui duraient 6 pages avec tous les petits détails. Et Ted Hughes, le poète, il dit ça dans un bouquin sur l'écriture. Il dit qu'en fait, c'est pas en disant il a le nez aquilin et les cheveux bruns qu'on voit les gens. C'est pas comme ça qu'on voit les gens. On voit les gens dans leur façon de tenir un stylo, on voit dans le fait qu'ils ressemblent à autre chose. C'est comme ça qu'on fait des portraits qui fonctionnent. Mais il y a aussi des choses qui changent, parce que nous, là, maintenant, on est à l'ère de la photo, du visuel, mais par exemple, le 19e, sur les cartes d'identité, il y avait des descriptions des gens, parce qu'il n'y avait pas les photos. Donc, ben oui, alors, vous imaginez le policier qui lit la description, qui voit si ça correspond. Et donc, c'est intéressant aussi, parce que ça explique pourquoi il y a autant de descriptions physiques chez Balzac, chez Stendhal, tout ça. Il y a aussi une culture de la description, du portrait, qui va évoluer forcément aussi avec l'histoire, avec les moyens techniques et tout ça. C'est vrai qu'il y a des descriptions. Mon grand-père, il avait marqué nez petit alors qu'il avait un nez énorme. Il ne pouvait pas boire, boire du vin. C'était super dur. Il n'arrivait pas à mettre le verre. Il fallait qu'il prenne des verres hyper larges. Et il avait nez petit sur sa description. Et il avait marqué nez petit. Ça a toujours fait rire mon grand-père. Il avait payé, non ? Je sais pas, il avait soudoyé le truc.